Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Comment ne pas être heureux de savoir que finalement, le vaccin contre ce maudit virus Covid-19 est désormais disponible sur le marché. Les campagnes de vaccination ont démarré, les gouvernements sont encouragés à mobiliser leur population pour se faire vacciner. On peut donc dire que l'espoir a rené et que d'ici là, la vie va reprendre son cours normal, que toutes les restrictions des droits et libertés qui ont été imposées à l'humanité ne seront plus que de mauvais souvenirs. Cependant, le principe de précaution voudrait que l'on s'informe sur le produit avant de prendre une bonne décision. Raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau M. Roland Matsuaka. Il est professeur de biostatistique à Duke University en Caroline du Nord. Bonjour à Roland. Bonjour et merci de m'avoir accueilli sur votre chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'Ivoire, une année après l'apparition de la nouvelle maladie, déclarée officiellement pandémie en février 2020. À ce jour, qu'est-ce qu'on en sait de l'origine de ce virus? L'origine même n'est pas vraiment connue. Tout ce que nous savons, c'est que les premiers signes ont paru en Chine, dans la province de Wuhan. Et après, c'est répandu dans le monde entier. Maintenant, dire qu'est-ce qui cause ça concrètement, les scientifiques ne s'accordent pas puisqu'il n'y a que des hypothèses qu'on émet jusque-là. Et même sur ces hypothèses, on ne s'accorde pas puisqu'il y a aussi un problème de conflit entre les pays et de leadership. Donc, les origines, on ne sait pas, mais on est tous d'accord que cela, pour le Covid, a commencé en Chine et s'est répandu dans le monde entier. Au début de cette pandémie, les scientifiques et l'OMS d'ailleurs est monté au créneau pour dire que l'Afrique devait faire beaucoup attention et qu'on a même prédit l'hécatombe en Afrique. Et curieusement, à ce jour, l'Afrique paraît être épargnée. Oui, qu'est-ce qui explique cela? Je pense que malheureusement, j'ai même souvent ces conversations avec des collègues ici. Quand vous interprétez le monde d'un œil qui vous est familier, mais pour un monde auquel vous n'êtes pas habitué, vous pouvez faire des erreurs malgré votre bonne foi. C'est comme moi aujourd'hui, si je peux me mettre à parler de ce qui se passe en Chine avec ce que je vois sur le net, ou les images de la Chine ou quelques bribes d'informations que je reçois de la Chine, il y a de fortes chances que mon information soit erronée. Parce que la Chine est diverse et a plusieurs ethnies. Et donc, c'est la même chose, malheureusement, ces observations, ces commentaires qui sont faits depuis l'Europe par des Européens et qui certains même ne mettent pas les pieds en Afrique. Ou s'ils mettent pied en Afrique, ils restent dans les hôtels. Évidemment, ils ont de fortes chances de s'embrouiller. Moi, je pense que ce qui fait la chance, ou on peut dire pourquoi l'Afrique n'est pas aussi contaminée, premièrement, on est tous d'accord maintenant que ce virus vient d'ailleurs. Il n'est pas originaire de l'Afrique tel que c'était ou bien ça n'a pas commencé à se manifester en Afrique comme c'était le cas d'Ebola. Donc, il y a eu, et très peu de gens vont en Afrique, et quand ils vont en Afrique, ils s'arrêtent dans les grandes villes. Disons-nous la vérité. Les personnes contaminées qui sont allées en Afrique, ils ne se sont pas répandues. Quelles sont ces personnes contaminées qui sont venues d'ailleurs? Ce sont les Européens, ce sont les Asiatiques. Et si vous allez en Afrique, la plupart de ces communautés vivent en vase clos. Ils ont très peu de contact avec le peuple. Parce que c'est ça la réalité de l'Afrique. Donc, il y a très peu de contamination. Ça, c'est une partie. Deuxième partie, les symptômes. Selon les individus, ça peut se présenter comme les cas de symptômes de palu qu'on ne pourra jamais classifier comme le coronavirus. On n'a pas les moyens de faire les tests, en tout cas donc pour ce qui concerne certains pays, n'ont pas toujours les moyens de faire les tests, donc de détecter les cas. Et quand il y a des décès, même les décès des autres maladies, on les déclare pas toujours auprès des autorités, ou même quand on les déclare, on ne déclare pas toujours la cause de maladie. Donc je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, on peut toujours, malgré qu'il peut y avoir sous-estimation, on peut toujours dire que l'Afrique en a eu belle. Parce que même quand on ne sait pas la cause de maladie, mais quand il y a un phénomène dans la ville, on peut toujours le remarquer. Non seulement que le vaccin déjà ne garantit pas aux vaccinés qu'il est protégé contre une nouvelle contamination, mais on assiste également à ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Les laboratoires et les médecins déclinent la responsabilité. Aujourd'hui, donc, c'est l'État qui commande ces vaccins pour sa population qui devient responsable.
Et comme l'État n'a pas de responsabilité pénale, ça veut dire que c'est au risque et péril de celui qui se fait vacciner. Responsabilité pénale, pour l'instant, l'État n'a pas dit qu'elle n'a pas de responsabilité pénale et je pense que l'État pourra assumer ça. Mais on veut que l'État puisse prendre la charge parce que l'État, en tant qu'État, pour ce qui concerne les États-Unis, ils ont plus de moyens de pression sur les compagnies pharmaceutiques, puisqu'il y a même un organisme qui s'occupe de valider les médicaments et tous les produits qui se vendent dans le monde médical aux États-Unis. Et ça, c'est une entité d'État. Donc, on veut que l'État soit responsable à ce niveau-là parce qu'ils ont les institutions et les moyens de pression, les outils qu'il faut, au lieu que ça soit un hôpital donné. Parce que n'oublions pas que dans le cas des États-Unis, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont des hôpitaux privés. Roland, soyons un peu pragmatiques. Donc, si j'ai bien compris, si vous vous faites vacciner, vous n'allez pas donc vous débarrasser de votre masque. Oui. Vous allez continuer donc à porter le masque et à observer toutes les mesures barrières qui ont été dictées par l'OMS. Oui. Et l'intérêt de se faire vacciner, c'est quoi exactement? Ça, c'est une décision de santé publique. Vous savez qu'en santé publique, on ne se focalise pas sur l'individu. Juste parce que moi, je suis vacciné, ça ne veut pas dire que tout le monde autour de moi n'a plus de problème d'être contaminé. On se base sur la masse critique des personnes qui seront vaccinées. Aujourd'hui, je pense que la couverture du vaccin aux États-Unis maintenant, puisqu'on est uniquement sur le personnel soignant, et les personnes vulnérables, je crois que c'est moins de 10% de la population. Et donc, vous n'allez pas demander à 10% de la population de ne plus porter les masques et de se retrouver au milieu des 90 autres qui ne sont pas encore vaccinés, qui peut-être sont porteurs du virus. Vous allez recommencer le travail à zéro parce qu'il y a de fortes chances qu'ils vous recontaminent et qu'ils vous créent les mêmes problèmes. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande de continuer à porter le masque jusqu'à ce qu'on ait un nombre critique de gens où on sait qu'ils ont déjà reçu le vaccin, ils ont l'immunité. Si le vaccin marche comme il est prévu, évidemment, ça va aider. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, le vaccin se fait sur 2 phases. On est encore, pour beaucoup de personnes qui sont vaccinées, c'est encore la première dose. Nombreux n'ont pas eu la deuxième dose. Donc, on ne peut pas se baser sur une dose d'un vaccin pour dire aux gens que vous êtes maintenant anti-balle, vous pouvez vous promener dans la rue, vous n'avez plus besoin de masque, vous n'avez plus besoin de distanciation sociale, vous n'avez plus besoin. Je trouve que ce serait irresponsable. C'est comme si vous donnez un gilet pare-balles à quelqu'un, vous allez dire que non, avec votre gilet pare-balles, vous pouvez vous retrouver en zone de guerre, que ce soit un pistolet, une grenade, une lance-roquette ou quoi, vous ne serez jamais atteint. Oui, Roland, c'est vrai, moi je veux bien que ces exemples que tu es en train de citer, je veux bien, mais dans le passé, on a vu, évidemment, vous avez parlé des autres vaccins qui ont existé. Quand on était vacciné, on pouvait fréquenter les personnes qui étaient malades de ce pourquoi on s'est vacciné, on ne tombait plus malade. Ce qui est curieux aujourd'hui avec le Covid, c'est comme si on peut aller se vacciner même jusqu'à la deuxième dose, mais ça ne réglera aucun problème. Je suis tenté de vous poser la question, finalement, ce n'est pas pour demain la reprise de la vie encore normale, malgré le vaccin. Non, ça dépend du type de maladie et le mode de contamination. Donnez-moi un exemple de vaccin que vous aviez reçu et vous pouvez repartir auprès d'autres personnes et vous sentir bien. Ça dépend du mode de contamination. Le tétanos, oui, évidemment, vous pouvez pas contaminer quelqu'un, donc vous pouvez avoir le vaccin et dès le lendemain vous retrouver en famille sans problème. Il y a plein de maladies comme ça. Et je me souviens même, nous, quand on grandissait déjà, puisque le sida était un problème, à l'époque, les gens avaient beaucoup de peur autour du sida, mais on s'est rendu compte que non, vous pouvez avoir le sida et repartir dans votre société si vous êtes suivi. Et même là, il n'y avait pas de vaccin, mais en étudiant bien le mode de transmission, on a permis et on a véhiculé l'information qui permettait les gens de vivre avec des gens qui ont le sida sans être contaminé. Évidemment, pour le cas du sida, on vous disait simplement que faut pas avoir des contacts de sang, faut pas avoir des rapports sexuels, mais si vous avez des rapports sexuels, il faut se protéger, tout et tout. Donc, ça dépend du mode de contamination. Pour la COVID, le mode de contamination, malheureusement, c'est à travers les gouttelettes qui sont parfois microscopiques que la personne peut avoir en parlant avec les autres. Et ce mode de contamination laisse très peu de marge d'erreur. Donc, on ne peut pas repartir tout bonnement auprès de nos familles ou de nos amis et faire la fête, même si on est vacciné. Maintenant que nous devons nous vacciner, bon, de toute façon, les gens savent désormais qu'il faut aller se vacciner parce qu'il faut le faire.
Non, 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 pour se pas vraiment. protéger, Bon. probablement. Oui. Ça semble être un peu... Parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a même des vols. Tout à l'heure, vous nous expliquez un cas où la compagnie vous exige, par exemple, d'aller faire le test ou bien de vérifier Ouais. si vous n'êtes pas atteint. Donc, c'est une Oui. forme d'obligation de se faire Oui, vacciner. oui et non, Sinon, oui on ne et non. voyage plus. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Ça, c'est de la responsabilité des États et des compagnies aériennes. Vous vous souvenez, je suis presque certain que vous, avant de venir aux États-Unis, on vous a demandé de faire le test du sida. Et ça, c'est l'exigence des États-Unis. Si vous allez peut-être, si vous partiez du Congo pour le Cameroun ou du Congo pour le Bénin, on vous exigerait pas un tel test. Donc, c'est pas imposé et c'est pas que vous êtes forcé. Mais par rapport à ce qu'ils estiment utile pour les compagnies aériennes aujourd'hui, si vous voulez voyager, maintenant que nous parlons, vous devez au minimum faire le test de la COVID et montrer que vous n'êtes pas atteint. Si vous êtes atteint, vous ne voyagez pas. Si vous n'êtes pas atteint, vous voyagez. Ça, c'est les précautions que la compagnie aérienne prend. Mais si vous ne voyagez pas et que vous restez chez vous, on ne viendra pas évidemment vous forcer de faire le test. La même chose avec le vaccin. Pendant que nous parlons, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, mais même parmi les personnes qui sont ciblées et qui sont supposées se vacciner, il y a ceux qui refusent de le prendre. Parce que le vaccin, disons-le même aujourd'hui, pour le personnel soignant, il n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de dire non, je préfère ne pas le prendre maintenant ou je préfère ne pas le prendre du tout et on ne va pas vous forcer. Donc, alors, maintenant, si vous voyagez demain et que votre compagnie aérienne vous exige le vaccin, oui, évidemment, peut-être qu'il faut chercher... Il faut changer de compagnie alors. Celle qui n'impose pas, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il faut songer à voir celle qui n'impose pas. Vous pensez qu'il est nécessaire de mener des grandes campagnes de vaccination en Afrique contre le Covid? En Afrique, je dirais oui et non. Je vais commencer par oui. Oui, si on va distribuer le vaccin gratuitement ou à moindre coût, et cela ne va pas constituer d'énormes dépenses pour les États. Parce que au rythme actuel de la maladie en Afrique, la COVID ne tue pas plus que le sida ni le paludisme. Donc, s'il fallait décider en termes de priorité, moi, je pense que pour ce qui concerne la COVID, pour beaucoup de pays d'Afrique, le vaccin, courir vers le vaccin qui va coûter beaucoup d'argent ne serait pas vraiment une décision politique qui soit économique ou économe. Parce qu'ils vont dépenser plus d'argent que s'ils procédaient autrement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cas et il n'y a pas beaucoup de décès. Qu'est-ce que je dirais? Si ça ne dépendait que de moi, je dirais qu'on va plutôt mettre l'accent sur le suivi des malades qui sont contaminés et sur les mesures barrières et éviter que les gens ne tombent malades. Et ça ferait moins de dépenses. Donc, si le vaccin est administré gratuitement ou si le vaccin est donné en Afrique gratuitement ou à bas coût, évidemment, il faut vacciner pour éviter qu'au problème que nous avons s'ajoutent d'autres problèmes liés à la COVID. Maintenant, s'il faut l'acheter au prix cher... que le Congo est déjà candidat, je ne sais pas si tu le sais. Je vais revenir candidat au vaccin. Oui, vas-y. Moi-même, je suis candidat au vaccin. C'est-à-dire le Congo va vacciner sa population. L'argent venant d'où? That is the question. Parce que si c'est l'État congolais qui va dépenser, je ne suis pas sûr qu'ils ont les moyens d'acheter assez de vaccins pour vacciner toute la population. N'oublions pas que vacciner ne veut pas simplement dire vacciner à Brazzaville et Pointe-Noire, c'est dire vacciner les 5 millions environ que nous sommes. Et je ne suis pas sûr que même en termes de logistique, nous avons les moyens pour pouvoir mener ça à bien. Et cela peut prendre des années. D'autant plus qu'aux États-Unis, on estime qu'on va atteindre la population ou monsieur tout le monde vers la deuxième partie de 2021. Et donc, si le vaccin doit arriver en Afrique, je dirais peut-être que ça sera 2022, 2023 ou si ce n'est pas plus. Et est-ce qu'en ce moment-là, la COVID sera encore un problème pour l'Afrique? Dieu seul sait. Est-ce que la COVID sera assez grave pour qu'on vaccine? Est-ce qu'elle aura déjà disparu? Autant de questions, puisque nous avons vu, par exemple, pour le cas d'Ebola, il y a eu une période où Ebola a secoué toute l'Afrique et aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'il n'y a pas d'autres cas. Donc, ça dépendra de l'évolution de la maladie. Mais dire que le Congo est candidat, est un État candidat pour recevoir le vaccin, je dirais beaucoup plus. Et si je ne me trompe pas, ça sera dans ce sens que
pour dire, c'est comme quelqu'un qui dit, hey, si votre truc là, vous allez le donner cadeau, je suis là, donnez-moi. Mais je ne suis pas sûr que le Congo aura les moyens d'acheter, de mener des campagnes de vaccination et au prix que les compagnies pharmaceutiques vont donner le vaccin et pouvoir vacciner tout le monde. Ça serait illusoire. Comme qui dirait, wait and see, vous avez dit, il y aura 2 doses. Oui. On observe déjà le variant du Covid-19. Et ça a été signalé au Danemark, en Afrique du Sud, je crois en Angleterre aussi. Est-ce que le vaccin actuellement sur le marché est le même qui pourra protéger contre ces variants-là qu'on est en train d'observer, ou il faudra un autre vaccin pour ces variants? Ça reste à déterminer, mais sinon, en toute logique, on dirait que même si c'est le cas, le vaccin doit être adapté, amélioré pour pouvoir faire face à ce virus. Comme nous le voyons par exemple ici aux États-Unis, chaque année, le vaccin de la grippe est administré et chaque année, puisque le virus est mutant, chaque année, le virus subit des variations et on adapte le vaccin par rapport aux variations. Si vous recevez le vaccin cette année, par exemple 2021, le vaccin de 2021 est adapté aux variations que le virus a eues en 2020. Et celui de 2022 ne sera pas le même qu'on va administrer en 2021 parce qu'on doit tenir compte des variations. Donc, si les variations sont considérables, assez considérables, comme c'est le cas avec le vaccin de la grippe, évidemment, il nous faudra adapter le vaccin pour pouvoir faire face à cette réalité. Donc, je ne pense pas que celui qui est là peut aider avec cette variante. Deux questions sur le Congo. C'est vrai que nous parlons du Covid, mais je sais probablement que tu as suivi l'actualité ou les informations sur le Congo. Le 25 et le 31 décembre 2020, un couvre-feu a été instauré au Congo. On a demandé aux gens de ne pas sortir. La raison évoquée était telle qu'il fallait protéger la population contre la propagation du virus. Oui. Dans le même temps, on voit que ces jours-ci, les gens sont beaucoup plus libres dans les activités associatives, politiques, les partis politiques qui organisent des réunions, on les retrouve dans les salles, entassés comme des sardines. Et là, c'est comme si le Covid n'existait plus. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'instaurer un couvre-feu pour lutter contre la propagation du Covid? Non, je ne pense pas. Un couvre-feu peut-être pour les sorties en boîte de nuit, pour les sorties nocturnes, pour éviter les cas de propagation. Pour le cas du Congo-Brazzaville, ce qui est contradictoire et aberrant, c'est que dans la journée ou dans les associations politiques, comme vous l'aviez dit, les gens vivent comme s'il n'y avait pas la Covid. Et je ne pense pas que, comme beaucoup le disent maintenant avec humour, que le virus se propage pas seulement la nuit, ou bien seulement le 25 décembre, la veille de Noël, ou la veille. Non, je pense qu'il y a une certaine incohérence à ce niveau. Et même si c'était le cas, je ne pense pas que le déferlement militaire que nous avons vu le jour de la Noël s'expliquait. Maintenant, c'est à eux de nous expliquer, de nous dire pourquoi il y a eu cela. Et je ne crois pas que le gouvernement s'est prononcé officiellement pourquoi ils ont trouvé qu'il était nécessaire de sortir autant de policiers dans la rue et autant de moyens militaires juste pour prévenir la Covid. Ça, en tout cas, le porte-parole du gouvernement a dit que c'était pour protéger la population contre la propagation du virus. Sur la base de quelle information? Enfin, c'est probablement qu'il va nous suivre et qu'il nous donnera plus d'informations là-dessus. Particulièrement aux Africains, face à cette pandémie, maintenant qu'il y a le vaccin, quel comportement adopter? Qu'est-ce que tu leur dis? Se vacciner? Observer? Ou Ouais, j'aurais 2 recommandations à faire. La première recommandation, c'est que rappeler à tous les Africains que je ne suis pas sûr que le vaccin sera disponible en Afrique dans les mois qui suivent. Et donc, même s'il y a le vaccin ailleurs, il faut continuer à respecter les mesures barrières, il faut continuer à se protéger et ceux qui sont atteints de la maladie s'isoler, se soigner avant de revenir dans la population. Maintenant, si le vaccin est disponible et qu'il est à la portée de tout le monde, évidemment, ils n'ont rien à perdre à se vacciner pour éviter des cas de contamination. Mais je ne pense pas qu'il faudra courir vers le vaccin, dépenser beaucoup d'argent pour se soigner et pour se vacciner si le vaccin est très cher et s'il n'est pas à la portée des populations. Maintenant, pour ce qui concerne les gouvernants,
Je dirais simplement que, en tant que gouvernant, il faut voir le pour et le contre. Est-ce que la COVID est aussi plus mortelle que le paludisme que nous avons chez nous, ou est-ce que c'est vraiment une grande affaire de santé publique par rapport à peut-être le besoin d'eau ou le besoin d'électricité ou le besoin de salubrité dans certaines localités. Et si on estime que c'est pas aussi grave que ça, moi j'aurais pensé qu'au lieu de dépenser des millions et des milliards pour faire face pour un vaccin de COVID, je dirais peut-être pourquoi pas faciliter l'adduction d'eau dans une commune ou dans une localité, ou peut-être équiper une université de bibliothèques et d'ordinateurs pour que nos enfants puissent étudier au lieu de s'embrouiller avec le vaccin de la COVID. Mais ça, c'est un peu purement en termes de coût. Mais sinon, en termes de santé publique, s'il est disponible et qu'il est à prix abordable, évidemment, il faut protéger les populations. Et quand tu dis on peut se traiter, y a-t-il des protocoles connus en Afrique pour traiter des personnes malades qui ne développent probablement pas, qui ne sont pas vraiment en danger ou qui développent des symptômes beaucoup plus dangereux? Je ne sais pas qu'est-ce qui est utilisé là-bas, mais je sais que pour le commun des mortels ou pour le citoyen ordinaire, il y a des moyens qu'on utilise. Soit on utilise les produits qui sont proches de ceux utilisés pour le paludisme, même de façon traditionnelle. Il y a des hôpitaux qui administrent des soins, mais je ne sais pas quel est le protocole qu'ils utilisent. Mais je pense que beaucoup d'Africains ont compris que, à titre préventif, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et qui l'ont bien fait. Je pense peut-être aussi, j'ai oublié de le mentionner, que le succès de l'Afrique aussi passe par là, par les tisanes et les concoctions qu'on peut boire de façon saine et sans risquer sa vie, et qui jusque-là protègent beaucoup de gens. Parce que qu'on le veuille ou pas, même ici aux États-Unis, le protocole a changé. Il y a des malades à qui on demande d'être actifs, de bouger, de boire, de beaucoup boire. Bref, des choses aussi simples qu'on n'a pas imaginé dire à l'époque parce qu'on pensait que les médicaments devaient tout traiter, tout régler. Donc, les médicaments aujourd'hui aux États-Unis deviennent en quelque sorte un dernier recours. Mais sinon, il y a un tas de choses que les gens peuvent faire pour ceux qui sont déjà contaminés ou atteints de la COVID pour pouvoir s'en sortir. Évidemment, rester mobile. C'est pour ça, à l'époque, comme je disais au départ, quand on mettait les gens, les immobilisait sur les lits, on leur faisait plus de mal qu'on les aidait. Et maintenant, on a compris et les protocoles ont changé même dans les hôpitaux. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris qu'il faut vraiment bouger pour ne pas être victime de... En fait, peut-être pas victime, pour ne pas succomber de la COVID-19. Sinon, aussi, il faut faire les tests. Mais je crois que les tests existent déjà en Afrique, dans nos pays, ouais. Il y a des tests. Non, le coût est une autre chose, mais sinon, les tests existent, on peut faire les tests sans problème.